Si on définit l'intelligence trop vite d'un cheval, on va finir par mettre les barrières trop vite. C'est-à-dire qu'on va dire un cheval est bête, hop, on se ferme les portes d'une possible intelligence. D'un cheval à l'autre, il y a effectivement des intelligences où des chevaux sont plus doués pour certaines choses, d'autres plus doués pour d'autres. Alors effectivement, à leur niveau, il y a certainement un degré d'intelligence qui, à la limite, pourrait être évalué. Moi, de l'évaluer par rapport à l'homme, je trouve que c'est dangereux. De l'évaluer par rapport au cheval, c'est très possible. Le terme d'intelligence, en fait, pose beaucoup de problèmes. Il y a 25 sens différents. Si on parle d'intelligence comme ça, on ne sait pas de quoi on parle, en définitive. L'intelligence, c'est multiforme, en fait. Il n'y a pas une intelligence. Hein. Il peut y avoir une intelligence abstraite, une intelligence sociale, une intelligence, etc. Hein. Le sujet de l'intelligence du cheval, c'est quelque chose que j'aborde rarement, en tout cas pas dans mon travail. C'est-à-dire que je dirais que je ne me pose pas vraiment la question dans la mesure où si je veux une réponse, elle va être erronée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un cheval n'est pas très intelligent, peu qui pensent que c'est très intelligent. Et moi, mon travail, c'est de me dire, il est ce qu'il est, il est un cheval, et je dois travailler avec lui comme il est. Et j'essaie de le connaître le mieux possible. Il faut être conscient d'une chose, c'est que le cheval a son intelligence qui n'est de toute façon, qui n'a rien à voir avec la nôtre, mais qui peut être compatible. Plus que d'intelligence, les scientifiques parlent désormais de capacités cognitives, c'est-à-dire les capacités d'un être à ajuster son comportement en fonction des conditions changeantes de l'environnement, des situations particulières qu'il rencontre. Ces capacités dépendent notamment de la façon dont cet être se représente les données sensorielles qu'il reçoit. Si on considère que l'intelligence, c'est seulement la façon d'être adaptée à son environnement, un cheval qui prend peur et qui fuit, on va dire c'est un comportement intelligent, parce qu'effectivement, il n'est pas armé, si je veux dire, pour la bagarre, pour pas les cours, hein, et il trouvera son salut dans la fuite. Bon. Mais en fait, c'est un comportement qui est en quelque sorte préprogrammé chez l'individu et qui ne demande pas de capacité cognitive particulière. On a des facultés cognitives si on a des comportements qui sont suffisamment souples, si je peux dire, pour s'adapter à des situations nouvelles. De nombreuses incompréhensions existent entre êtres humains et chevaux, car il est souvent difficile pour l'être humain de comprendre la façon dont le cheval interprète le monde. Connaître le cheval, connaître son intelligence, cela commence donc par comprendre comment il perçoit le monde, physique ou social, à travers tous ses sens. Comment entend-il? Comment sent-il? Comment voit-il? Le cheval, c'est une proie. Et c'est une proie qui, au départ, vivait dans de la steppe, c'est-à-dire dans un espace très ouvert où on peut voir loin. Et en réalité, sa vision est faite pour lui permettre de détecter tout ce qui pourrait se passer autour de lui, c'est-à-dire ce tout, c'est potentiellement un prédateur. Donc les yeux sont placés de chaque côté de la tête, ce qui permet d'avoir un très grand champ visuel. Du fait de la position de ses yeux, le cheval ne voit en 3 dimensions que dans un arc d'environ 60 degrés devant lui. Dans cette zone, la vision des 2 yeux se recouvre, lui permettant de bien voir le relief. Cette vision, elle lui permet de balayer en réalité de chaque côté 230 degrés, donc c'est énorme, complété par ces 60 degrés de vision en 3 dimensions. Petit bémol, un triangle
qui est formé par l'angle mort de chacun des deux yeux, avec donc ce qu'on appelle le triangle aveugle, qui est juste en avant de la tête, sur environ 50 cm à 2 mètres en fonction de la position des yeux. Donc suivant que le cheval va balayer plus ou moins l'espace, il y a une zone dans laquelle il ne voit rien. C'est-à-dire quand je mets ma main juste entre les deux yeux du cheval, ma main n'existe pas. Et donc si je touche le cheval, là je le surprends, parce qu'il a quelque chose qu'il touche qu'il n'a pas vu arriver. La légende comme quoi le cheval verrait l'homme plus grand qu'en réalité, sous prétexte qu'il a les plus gros yeux de tous les mammifères terrestres, est peut-être à mettre sur le compte de cette zone aveugle. En effet, quand quelque chose entre dans cette zone, le cheval a tendance à reculer ou relever la tête. Non pas parce qu'il verrait l'objet plus grand, mais juste pour le faire à nouveau entrer dans la zone où il le voit. Sur les côtés, le cheval ne voit qu'avec un seul œil. Il voit donc beaucoup moins bien les reliefs et il est plus difficile pour lui de savoir si ce qu'il voit est proche ou éloigné. Pour compenser cela, le cheval est capable d'un mouvement très rapide de la tête, de compléter les informations de sa vision latérale en cherchant des informations 3D grâce à sa vision binoculaire. La structure du champ visuel du cheval est à l'origine de toute une série de malentendus avec l'être humain. On a tendance à considérer que quand on se fait face, en fonction des signaux qui sont émis, il y a un risque de menace et d'affrontement. Or le cheval, lui, il est obligé de faire face. C'est-à-dire que quand on l'approche, et notamment quand on vient par le côté, s'il veut pouvoir comprendre ce que fait celui qui est en face de lui, surtout quand c'est une bestiole qui bouge autant que l'être humain, il faut qu'il se tourne. Lors de la tentative du cheval pour se tourner, qui peut être assez brusque, surtout quand on l'attache, ou quand il est dans un espace dans lequel il n'y a qu'un seul endroit par lequel il peut regarder, ce mouvement brusque du cheval va être interprété comme une menace à laquelle l'être humain va répondre avec une attitude de retrait ou une espèce d'attitude d'autorité qui mélange un peu de peur. Et là, le cheval, la seule chose qu'il va apprendre, c'est que le truc qu'il avait vu approcher et sur lequel il est en train de recueillir des informations n'a pas l'air d'être très commode. Pour pouvoir aider le cheval, il faut d'abord se dire que le cheval n'étant pas un prédateur, il y a peu de chances pour qu'il essaye de manger de l'humain. Donc s'il se tourne, c'est en fait pour se renseigner. Peu habituée au caméraman, Toscane a bien voulu nous montrer comment elle réagissait face à un élément étranger. Quand un cheval est en main et qu'on se déplace avec lui, qu'il est tenu au licol, ou quand il est monté, donc on contrôle son mouvement avec des rênes, une des difficultés, c'est que quand quelque chose survient sur le côté, le cheval va vouloir bouger la tête pour scanner l'objet. Et ça, c'est un mouvement qui est souvent désagréable d'abord quand on le tire en main, mais c'est aussi très compliqué si on est en train de le monter. Donc la première réaction de l'être humain, c'est de bloquer la tête du cheval. À partir du moment où on empêche le cheval de mettre en œuvre ses stratégies normales d'adaptation, et s'adapter, ça consiste aussi à comprendre, à prendre des informations supplémentaires, on augmente le niveau de stress du cheval. Et là, il peut se passer deux choses. Soit l'être humain qui fait ça est très expérimenté, très sûr dans sa gestion, et il va donner au cheval des indications, au contraire pour lui dire ben voilà ce qu'il faut faire. En réalité, il va l'engager dans une tâche, un exercice que le cheval connaît. À ce moment-là, ça rassure le cheval parce que les signaux sont clairs, ça le ramène à une activité qu'il connaît, et la pression baisse. Et donc il va continuer à voir l'objet, mais il va se familiariser avec. Deuxième option, l'être humain est maladroit parce qu'il est moins expérimenté, ce qui est son droit, et que le cheval ne va pas pouvoir trouver de repères rassurants, il ne va pas savoir quoi faire. En général, lui va commencer à se défendre et à essayer de prendre le contrôle. L'être humain va s'énerver, va avoir peur, et le cheval va mémoriser cette situation de tension et l'associer avec l'événement. Et là, par exemple, on fabrique très facilement, par exemple, des chevaux qui vont refuser certains types d'obstacles parce que la première fois ils l'ont découvert, ça s'est mal passé, et ils ne voudront plus passer à cet endroit-là. On ne sait pas si ce que nous voyons, pour quelque animal que ce soit, ce que nous voyons de couleur, il le voit de la même couleur que nous. Nous, on n'est pas dans sa tête. Les chevaux ont, comme les daltoniens, une palette de couleurs extrêmement réduite. Ce qui les amène à faire des confusions de couleurs, là où nous distinguons, nous, entre différentes teintes. La rétine du cheval, comme celle de beaucoup d'animaux, n'est capable de voir que dans le domaine du bleu et du vert.
Il perçoit donc le rouge très différemment de nous, même s'il est impossible de savoir de quelle couleur il le voit exactement. La structure du fond de l'œil du cheval a aussi un impact sur sa vision dans le noir. À l'arrière de la rétine se trouve en effet une enveloppe, le tapis rétinien, qui réfléchit les rayons lumineux vers la rétine en jouant un rôle d'amplificateur de lumière. Il voit donc bien dans le noir, beaucoup mieux que l'être humain. Il y a une autre caractéristique de la vision du cheval qui importe, c'est que quand il est en position de repos, ou disons quand il marche, hein, l'œil, il voit naturellement vers le bas, hein, à 2-3 mètres de lui. Disons. Si bien que s'il est avec le chanfrein à la verticale, hein, il voit vraiment pas très très loin devant lui et il voit par terre, il ne voit pas en face de lui. Si par exemple on encapuchonne le cheval, à ce moment-là, sa vision 3D lui permet de voir quasiment que la position de ses pieds dans le sol. Si on le laisse libre de ses mouvements, il va avoir tendance à faire un balayage, notamment un balayage vertical, qui peut être extrêmement inconfortable et qu'on essaye quand même de limiter. Mais lui, il va avoir besoin justement, dans toute la phase d'abord en particulier, de bouger sa tête pour pouvoir vraiment apprécier la hauteur, la profondeur. Lorsque le cheval saute en liberté, il est facile d'observer les mouvements de sa tête qu'il utilise afin d'exploiter au mieux son champ visuel 3D. À quelques mètres de l'obstacle, il relève la tête afin de préparer son saut. Plus le cavalier est expérimenté, plus il va pouvoir limiter les mouvements du cheval, parce que c'est lui qui va lui donner des informations complémentaires, où prendre son appel, comment déployer plus ou moins le saut, l'arrondir ou au contraire l'étaler. Le cavalier débutant, on va le mettre sur un cheval expérimenté, qui sait ce que ça veut dire que sauter, et on va lui demander de laisser le cheval assez libre et tranquille, de se faire oublier dans la phase d'abord. Il faut vraiment avoir intégré à son propre schéma moteur le saut pour pouvoir commencer à intervenir dans le saut de son cheval. Et ça, c'est vraiment un deuxième temps de l'équitation. Les anciens auteurs qui ont parlé du cheval, que ce soit la littérature, on va dire, plus équestre, ou la littérature vétérinaire, et les fondateurs de la médecine vétérinaire décrivaient le cheval comme ayant une sensibilité tactile exquise. Et évidemment, ça va jouer un rôle central dans l'équitation, car une bonne partie de ce que le cavalier va transmettre au cheval va passer par cette voie. En fait, le pansage, qui pour l'être humain est lié à la fois à l'hygiène, à l'esthétique, du point de vue du cheval, ça semble bien fonctionner comme une sorte de remplacement de ce que les éthologues appellent l'allogrooming, c'est-à-dire le toilettage, la stimulation des chevaux les uns sur les autres avec les lèvres sur différentes zones corporelles. Et c'est pour ça que ce pansage, il est extrêmement important, et il est important dans l'instauration d'une relation interindividuelle. Cet entretien doit être valorisé et doit inclure pas simplement des passages de brosse, mais c'est justement pour ça que c'est intéressant d'avoir des instruments différents et d'y mettre la main. Et pas simplement de passer la main sur la peau, mais vraiment de ne pas hésiter à faire des mouvements dans lesquels on va pincer légèrement, rentrer les doigts littéralement dans la peau du cheval. Alors pour moi, le toucher établit vraiment une relation de confiance déjà. Au premier abord, un toucher très doux, c'est une des choses primordiales à mes yeux. Je remarque que quand on a un nouveau cheval, la première chose, c'est de s'avancer doucement et de prendre le contact avec les mêmes.
Et pour moi, c'est vraiment une chose, c'est à partir de ce moment-là que je peux ressentir si j'ai un cheval hypersensible au toucher, si j'ai un cheval qui aime les caresses, qui ne les aime pas, qui a envie d'être gratté, ou qui a envie que je rentre un petit peu dans son intimité, ou qui au contraire va prendre ses distances. C'est pas juste effleurer. Il y a des chevaux en plus qui n'aiment pas juste être touchés comme ça ou être tapotés. C'est vraiment, on prend le corps du cheval, on le touche et on s'en imprègne un petit peu. Et à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des mains, la relation avec la peau comme ça. Et d'un coup, on a le cheval qui apprécie et qui gentiment commence à venir et à chercher le contact aussi avec nous de notre côté. Ça commence toujours par l'épaule. Après, c'est le garrot. Ça, c'est les points où les chevaux se grattent entre eux. C'est des points très importants où, en même temps, ils cherchent le contact, la relaxation. C'est des points qu'ils adorent. Et après ça, on passe aussi à la base de la queue. Et j'utilise un petit peu ces gratouillis au niveau du garrot pour resserrer ma relation en spectacle. Parce que comme ça, le cheval est bien avec moi, il est heureux d'être avec moi au milieu de la piste, parce que justement, je connais exactement les petits points où il aime que je le gratouille. C'est chouette, là, hein? C'est chouette comme ça, gratte dessous. Alors on met très peu de jambes. On essaye d'utiliser les jambes sur une échelle de 0 à 10. On commence en mettant 1 de pression. Pour que le cheval est sensible, il est capable de sentir une mouche qui se pose sur sa croupe. Donc quand on met les jambes, il est capable de sentir ça. Après, c'est le cavalier dans sa demande d'exécution de l'exercice qui va rendre son cheval fin aux jambes. Il y a des chevaux qui sont plus sensibles que d'autres. Mais après, le cavalier dans sa demande, dans son exécution, par rapport à la fixité de sa jambe, par rapport à son contact qu'il va avoir avec le cheval, va rendre son cheval réceptif de manière fine à ce qu'on lui demande. Pour nous, la compétition, pour le dressage, ce qu'on a besoin, c'est des chevaux où on a besoin d'avoir la discrétion des aides et d'être le plus élégant possible à cheval. Le cheval, on va essayer de lui apprendre à mettre le moins de jambes possible et le moins de demandes possible, le moins de contraintes possible pour qu'il ait envie d'exécuter un exercice. On essaye de ne pas avoir les jambes et d'être sollicité tout le temps son cheval pour pas qu'il devienne justement après inerte. Que si je te tapote toujours avec la main sur le bras, et au bout d'un moment, tu ne vas plus sentir ça. Maintenant, si je fais que t'effleurer, tu vas être sensible à ce qu'on t'effleure. Plus je vais être fin avec mon cheval, plus ça va être sensible et réceptif, et plus je vais pouvoir lui en demander un peu plus. En termes de communication, je vais être beaucoup plus précis. Je vais gagner en précision et en demande sur lui, parce que si le cheval, s'il faut que je lui tape dessus pour qu'il comprenne, eh ben, il va me falloir 3 foulées pour qu'il parte au galop, et s'il a l'habitude que je l'effleure, je vais à peine l'effleurer, immédiatement il va partir au galop, et je vais gagner forcément là-dedans, dans mon travail, en précision et en qualité d'équitation. Le cheval a une frange de détection auditive qui est beaucoup plus grande que celle de l'homme. Il entend jusqu'aux ultrasons, mais entend moins bien les sons graves. La mobilité de ses oreilles lui permet d'entendre dans presque toutes les directions, même s'il n'est pas très bon pour précisément localiser une source sonore. Ce qui compte pour lui est de pouvoir entendre un danger potentiel et de fuir dans la direction opposée. Les mots que nous employons n'ont aucun sens pour eux. On va pouvoir les amener, parce qu'ils en sont capables, les amener à associer le son d'un mot avec une chose, avec un acte, mais ça ne va pas plus loin. Doucement, petit trot. Là, doucement, plus petit. Ah, ah, ah. Dans la mesure où les mots n'ont pas de sens pour eux, il faut que les sons qu'on va employer au cours du travail, au cours de la relation,
soient des sons simples. Galop. Voilà, bien. Ouais. Ouais. Voilà. Appeler son cheval Nabucodonosor, c'est peut-être très rigolo, mais c'est pas très facile quand on va voir lui apprendre à venir quand on l'appelle, par exemple. Faire des phrases avec un verbe, un sujet à complément, c'est pas nécessaire. En revanche, ne pas utiliser les mêmes mots pour dire des choses différentes, c'est très important. Par exemple, vouloir interdire quelque chose à son cheval en criant son nom, alors que dans d'autres circonstances, on va utiliser ce nom pour l'appeler, le faire venir, c'est terriblement c'est une cause de confusion terrible. Oh là, tu viens. Allez, dépêche-toi. Allez. Viens là, dépêche-toi. Encore. Allez, allez, allez. Encore, encore. Fainéant. Voilà. Ouais. 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 Tiens. L'ouïe, je pense que c'est quelque chose qui attire énormément l'attention du cheval. Alors par exemple, en spectacle, on a la musique, on a le public, donc tout ça, c'est des gènes énormes pour nous dans notre communication. Alors moi, dans ma parole, la parole pour moi, c'est presque comme si je lançais une canne à pêche pour attraper mon poisson. Là, c'est un peu quand tout à coup mon cheval perd le fil. Il suffit que je lui parle et éventuellement que je touche, mais le mot va venir sonner et va venir ramener le cheval dans notre petite sphère, dans notre petite bulle. Donc pour moi, c'est vraiment un lien. Le cheval est un animal qui passe beaucoup de temps à choisir les plantes qu'il mange. Ce n'est pas une tondeuse à gazon, il n'avance pas en mangeant systématiquement tout ce qu'il y a devant lui. Au contraire, il organise son repas. Il a manifestement tendance à faire contraster les saveurs et les textures et à choisir d'aller manger un peu d'une plante pour aller après goûter une autre. Que le poulain va manger des plantes qui ne lui réussissent pas forcément. Mais il va mémoriser ce malaise, notamment digestif, en association avec le goût, la texture, l'aspect visuel, qui vient en troisième rang, largement là-dedans, de la plante qu'il a consommée. Alors, le monde olfactif du cheval est extrêmement sophistiqué. Le cheval utilise d'abord l'odorat pour explorer son environnement, là aussi pour l'aider à caractériser ce qu'il mange, mais pas seulement. Ça lui permet aussi de reconnaître certains de ses congénères. Il a un odorat avec des phénomènes de mémoire et de reconnaissance. Alors bien évidemment, il va aussi apprendre à reconnaître l'odeur de son cavalier, l'odeur de son soigneur. Et cette odeur, elle inclut des odeurs corporelles individuelles, mais aussi tous les produits cosmétiques, nettoyants, etc. que nous utilisons. On peut soupçonner qu'en réalité, tout ce qu'on se met sur nous peut créer des troubles de l'interprétation de la situation pour le cheval. Il y a des gens qui ont pensé que si on se lavait ou si on se parfumait, on risquait de perturber son cheval. Le cheval intègre plusieurs informations sensorielles. Donc le cheval reconnaît quand même son cavalier ou son soigneur, quelle que soit la marque de savon ou d'autres toilettes, parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent. Le cheval analyse toutes les informations sensorielles qu'il reçoit grâce à ses capacités cognitives. Comme pour les êtres humains, le développement de ces capacités est très influencé par les conditions de vie durant les premières années d'existence. La richesse des expériences vécues est autant d'opportunités de développer l'intelligence du poulain et en particulier son intelligence dite sociale. Cette intelligence sociale va jouer un rôle essentiel dans son rapport aux autres chevaux et à l'homme. Il va vivre, il va avoir des expériences avec les collègues, avec les autres juments, avec des jeunes mâles un petit peu plus vieux, d'un an de plus. Il va savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, quelles sont les conséquences en bien et en mal de ses actes. La caractéristique des espèces qui ont pu passer par la domestication et qui ont acquis
un supplément de survie, en quelque sorte, grâce à la domestication, c'est qu'il est capable de développer une socialisation interspécifique, et notamment avec l'homme. Donc il est capable d'apprendre à communiquer et à décoder des signaux venant de l'être humain. Des animaux qui n'ont pas eu un processus d'attachement normal et respecté avec leur mère sont généralement plus en difficulté pour poursuivre ce processus de socialisation interspécifique. Si la mère est bien socialisée à l'espèce humaine, elle va montrer au poulain ses compétences qui vont être imitées. Cette socialisation, elle est essentielle parce que c'est elle qui permet de limiter justement la sensibilité au stress. Plus j'ai de compétences sociales, plus je sais quoi faire quand il se passe quelque chose. Moins j'ai de compétences sociales, plus je vais me retrouver dans des situations où je suis complètement désarmé, et là, c'est le stress qui va se développer. Quelqu'un qui monte ou qui travaille et qui vit avec un cheval bien socialisé va avoir affaire à un cheval qui a en réalité beaucoup moins de réactions de peur et d'évitement en particulier, donc tendance à vouloir s'éloigner de quelque chose d'inhabituel. Donc c'est important d'avoir des chevaux bien socialisés. On essaie de vivre le maximum, de leur consacrer le maximum de temps aux poulains, d'être parmi eux, de les toucher, de les toucher. On les touche quand eux veulent bien venir nous voir. On ne force jamais le contact avec un poulain. C'est toujours le poulain qui décide et qui vient nous voir. Ce que ça lui apporte forcément, c'est justement cette confiance qu'il peut avoir. Le cheval, poulain, va vraiment chercher à comprendre, à connaître. Donc il y a cette espèce de recherche de la communication qui pour moi est très fine, très juste chez le cheval. Ce qui fait que souvent le cheval arrête de communiquer, à mon avis, c'est qu'il trouve dans l'être humain un être qui n'est pas très communicatif, en tout cas qui a du mal à comprendre la communication basique, on va dire, ou peut-être communication intuitive qu'ont les animaux. Et justement, à ce niveau-là, la communication, elle passe par tous les sens. Et c'est cette communication-là qu'eux sont capables d'entendre et de donner. C'est-à-dire que c'est là-dedans qu'on doit nous se poser, en fait, en tant que cavalier. Ce que j'ai remarqué au niveau du décryptage ou de la lecture que le cheval a de nous, c'est que déjà un cheval qui au niveau social a une expérience sociale avec d'autres chevaux est bien plus affiné dans sa lecture qu'un cheval qui n'a pas eu ça. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre des jeunes chevaux en disant « Ah, ça va être mon petit chien, mon petit cheval, mon petit machin ». Et du coup, ils l'empêchent de vivre une vraie relation sociale. Ce qui fait que quand les chevaux ont cette base sociale avec les autres, ils l'ont encore plus facilement avec nous. J'ai l'impression que le cheval est comme un scanner, il nous passe comme ça de haut en bas, et il arrive à savoir dans quel état on est, si on est énervé, si on est calme, si il a une lecture très rapide de qui est la personne qu'il a en face de lui, si c'est une personne qui a tendance à prendre les choses en main, ou si c'est quelqu'un qui va se faire marcher sur les pieds. Donc ça, le cheval, il le fait très vite. Ces relations sociales et ces expériences qui permettent au cheval de développer ses capacités cognitives sont aussi essentielles pour son bien-être. Quand le cheval est dans des situations dans lesquelles il y a un véritable manque de stimulation sensorielle au sens le plus large du terme, ça inclut aussi les sensations, les stimulations somesthésiques, c'est-à-dire ce qui vient de la perception de son propre corps, de ses propres mouvements. Quand c'est associé éventuellement avec des situations, et c'est systématiquement d'ailleurs générateur de stress par soi-même, mais quand en plus de ça il y a du stress social, on va pouvoir voir apparaître ce qu'on appelle improprement des tics, dont le vrai nom est stéréotypie, qui sont des mouvements répétitifs, dont on a découvert que la fonction est de provoquer la libération d'endorphines.
Les endorphines, qu'est-ce que c'est? Leur nom même l'indique, ce sont les morphines internes. Et elles ont deux grandes fonctions. D'abord, diminuer la perception de la douleur. Elles permettent de supporter toutes les petites douleurs qui vont avec le fonctionnement du corps, mais aussi de diminuer une partie des manifestations de stress. Et donc, en situation de manque, parce qu'il n'y a pas suffisamment de stimulation, pas assez d'activité, le cheval peut répondre à ça en développant des stéréotypies. Un des éléments très connus, quasi légendaires, associé à l'intelligence du cheval est sa grande mémoire. Le fait d'être capable de mémoriser des situations et des objets indique que le cheval est capable de se créer une représentation mentale du monde. Cette capacité est très importante puisqu'elle est à la base des capacités d'apprentissage complexes. Pour le cheval, sa mémoire et ses capacités d'apprentissage sont avant tout un outil de survie très efficace. S'il apprend qu'un danger existe dans une situation particulière, il fuira dès que cette situation semblera se présenter. Pour le cavalier, ses capacités d'apprentissage sont à double tranchant. Lorsque vous avez un apprentissage aversif, je veux dire par là un apprentissage qui répond à un stimulus de danger, disons, de danger ou de désagrément, quelque chose qui fait mal ou qui fait peur. Je fais bien attention à toi, moi. Si vous avez une grande peur tout d'un coup, vous avez une forte émotion qui contribue à fixer en quelque sorte la situation en mémoire. Si l'événement est assez marquant, il peut être à l'origine d'un comportement phobique. Le cheval réagira alors violemment à toute situation un tant soit peu similaire. Avec un travail patient, durant lequel la situation qui déclenche une réaction de peur est répétée calmement, il est possible de désactiver petit à petit un comportement phobique. Malheureusement, il reste toujours un souvenir de ce qui a été mémorisé si fortement. Vous n'éteignez jamais complètement un apprentissage. Il y a toujours une trace qui reste. Et cette trace, elle peut être réactivée très facilement si l'animal se retrouve dans une situation comparable avec aussi une tension émotionnelle forte. Et à ce moment-là, ça réémerge brutalement. Allez, recule. Recule. Tout le travail d'habituation risque alors d'être remis en question. L'instinct de survie est tellement fort qu'il occulte les capacités d'analyse du cheval. Pour lui, la fuite est l'unique solution. Seule la patience du cavalier et sa capacité à donner confiance à son cheval peuvent venir à bout d'une telle situation. Lorsqu'il fait appel à la mémoire du cheval pour lui enseigner quelque chose, le cavalier doit être précis et méticuleux, car le cheval mémorise tout très vite, les bonnes comme les mauvaises habitudes. Punition, renforcement négatif et récompense sont les trois outils que le cavalier peut utiliser pour expliquer ce qu'il veut au cheval. La récompense, immédiatement donnée après la réussite d'un travail, envoie un message clair associant cet exercice à quelque chose d'agréable. Un renforcement négatif, ce n'est pas une punition. Un renforcement négatif, c'est quand l'animal est mis dans une situation qui est relativement contraignante pour lui, et quand il fait ce que vous attendez, vous soulagez la contrainte pour lui indiquer que c'est bien. C'est ce qu'on appelle les sessions de main ou les sessions à la jambe. Le renforcement négatif est très utilisé en équitation classique et permet d'indiquer clairement au cheval qu'il a bien fait l'exercice tout en étant en selle, l'arrêt de la contrainte faisant office de récompense. Enfin, la punition est à manier avec parcimonie, car elle est très rarement compréhensible pour le cheval. Vous avez un animal qui fait quelque chose que vous souhaitez qu'il ne fasse pas, et vous le sanctionnez pour ce qu'il a fait. À la limite, si vous le sanctionnez très très rapidement, il fera une association entre ce qu'il a fait et le fait que ça a été désagréable pour lui. Mais ça lui indiquera en aucune façon ce qu'il aurait dû faire. La grande mémoire du cheval fait qu'il aime les habitudes. Un cadre de vie routinier le rassure. Chaque élément est à sa place.
Dans la nature, ces routines lui permettent de gagner du temps pour trouver de l'eau, les bons pâturages et pour repérer un changement susceptible d'être synonyme de danger, tel l'ombre d'un prédateur. Je crois que les chevaux ont besoin d'habitude pour être bien. Donc nous, ils ont un rituel. En gros, on monte les mêmes chevaux tous les matins et on a un ordre précis parce que c'est comme ça. Ils vont au marcheur, ils vont au paddock, ils ont les box, ils sont nourris à la même heure. Ça, c'est important pour les rassurer dans leur cadre de vie, dans leur environnement. Comme ça, ils sont tranquilles et posés. Après, dans le travail, dans l'entraînement du cheval et dans sa progression, on va se servir justement de cette faculté du cheval aux habitudes et à l'anticipation pour leur apprendre des nouveaux exercices. Par exemple, un jeune cheval, quand je vais lui apprendre des arrêts, je vais essayer de m'arrêter toujours au même endroit dans la carrière pour progressivement, à l'approche de cet endroit, il se met un petit peu disposé. Est-ce que je vais m'arrêter? Et je vais demander de plus en plus fin pour qu'il comprenne l'arrêt. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il va l'anticiper, il va s'arrêter quand je ne vais pas demander. Donc une fois qu'il sait le faire correctement et qu'il accepte mes aides correctement à cet endroit, je vais le faire un petit peu partout dans la carrière. Et je vais reproduire ça un petit peu pour tous les exercices. Une équipe scientifique du laboratoire de l'IRCEA à Saint-Saturnin-les-Aptes étudie les caractéristiques de l'apprentissage chez le cheval au moyen d'expériences qu'ils peuvent répéter et reproduire facilement. Pour évaluer son niveau de stress, le rythme cardiaque du cheval est observé durant l'expérience. Ce qu'on a vu avec des études précédentes, avec ce test, est qu'effectivement, les chevaux qui sont entraînés, qui ont une activité quotidienne, ils arrivent à réussir mieux pendant ce test reverse, donc à s'adapter mieux en conditions qui changent. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment l'exercice peut avoir donc, une activité sur les capacités mentales du cheval. Le moment le plus important de l'expérience consiste à bouleverser l'habitude prise par le cheval. Par exemple, durant la première et la seconde période, il reçoit une carotte s'il se dirige tout de suite vers le triangle bleu. En troisième période, il ne recevra de carotte que s'il va tout de suite sur le rond jaune. Tous les chevaux ne s'adaptent pas aussi vite à ce changement et tous n'ont pas le même niveau de stress face à l'apprentissage. La chose qui est intéressante et qu'on est en train d'étudier pendant cette étude, c'est de voir aussi l'influence que peut avoir aussi le stress dans un moment d'effort plus psychologique que physique. Parce qu'on pense souvent au stress seulement à l'effort physique. Mais en réalité, c'est prouvé chez différentes espèces, comme aussi le stress qu'on trouve pendant un effort psychologique, ça peut avoir une influence sur notre capacité d'apprentissage, de retenir des informations et de s'adapter à de nouvelles situations. Et c'est pour ça qu'on étudie pendant ce test des paramètres cardiaques qui peuvent nous donner une idée de ce qui s'arrive au niveau physiologique, au niveau de l'organisme du cheval qui est en train de faire un test de choix. Le stress, c'est une tentative d'un être vivant de s'adapter à certaines situations. Et donc, ce sont tous les mécanismes, soit comportementaux, soit physiologiques, qui l'être vivant, le cheval en ce cas-là, met en jeu pour s'adapter aux nouvelles situations. Quand le stress ça devient chronique, alors ça peut provoquer des changements, soit au niveau de l'organisme, soit au niveau du comportement de l'animal ou de l'être humain aussi, et qui peut donner des problèmes et peut être à la base de certaines pathologies. Donc, sur les capacités d'apprentissage, sur les capacités de s'adapter à de nouvelles situations, le stress peut avoir une influence négative parce que ça ne permet pas à l'animal de s'adapter à certaines situations. Il ne faut pas arriver à un stress qui pose le cheval dans un état d'être plus capable de répondre à ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on évite au cheval le poids du stress qui finalement bloque toute une partie des compétences cognitives, bien en réalité le cheval s'avère avoir toute une série de compétences extrêmement vastes et qui étaient bloquées qui sont bloquées chaque fois qu'on le met en état de contrainte, en état de stress chronique. Et donc aujourd'hui on découvre, des capacités cognitives assez complexes qu'on ne soupçonnait pas avant. Le stress bloque donc toute une partie de l'intelligence du cheval et pour se sentir en confiance, il doit être bien socialisé à l'homme. Le débourrage est donc un moment clé dans la vie du cheval puisqu'il déterminera une grande partie de ses réactions au cavalier et sa capacité à lui faire confiance.
Cette confiance lui permet d'exploiter au mieux son intelligence pour comprendre les demandes de son cavalier. À partir du moment où il a eu une vie sociale, à partir du moment où il a eu ce contact avec l'homme, que ça a toujours été gentil, on lui demande de faire un travail de toute façon, mais c'est dans la gentillesse. S'ils ne sont pas en confiance, ils sont toujours sur la défensive, ils ont toujours l'inquiétude avec eux, et ce n'est pas avec l'inquiétude qu'on va construire quelque chose. Ben, de son côté, je pense que ça doit être un peu, au départ, un peu traumatisant quand même, d'avoir quelque chose dans la bouche et un cavalier sur le dos qui lui demande des exercices ou des indications qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Ça, après, de se mettre à la place du cheval, c'est difficile, parce qu'on a personne qui ne nous a jamais monté sur le dos, mais on essaye par contre d'être tolérant et d'accepter qu'il y ait des incompréhensions du cheval, parce que ça peut pour lui, pour nous, ça nous paraît logique, mais peut-être que pour lui, c'est complètement illogique. Un débourrage mal fait, violent, est une espèce de boulet que le cheval va traîner toute sa vie. Qu'est-ce qu'on demande en réalité? Quel est l'objectif du débourrage? Amener le cheval à supporter la présence de la selle, donc en fait à tolérer d'abord une stimulation tactile très particulière, continuelle, qui est la présence du tapis, la présence de la selle, la perception, une modification somesthésique qui est j'ai cette espèce de poids nouveau dans mon corps. Ensuite, il y a une véritable modification parce qu'on va changer la position du centre de gravité en mettant un poids sur le dos du cheval. Donc en réalité, c'est bien un phénomène à la fois d'habituation à une nouvelle information sensorielle et un apprentissage d'une nouvelle compétence, parce qu'il va falloir placer son corps différemment. C'est donc simplement une chose qui est une chose liée à de l'apprentissage. Ça n'implique pas une soumission et l'obligation pour le cheval de tout d'un coup renoncer à une espèce de liberté. Et donc ça c'est très important parce que tant qu'on reste dans l'idée de « je vais t'obliger à supporter ça », on est dans la violence. Quand on débourde des jeunes chevaux, si on ne leur a pas appris l'effet du mord sur la bouche, souvent quand tu montes un cheval et si tu mets quelque chose dans la bouche et que tu tires, il ne va pas comprendre qu'il doit s'arrêter. Au contraire, il va vouloir arracher le mord pour dire et lever cette pression qu'il y a sur la bouche et au contraire faire le contraire de ce qu'on lui demande. Et inversement avec les jambes. Quand tu mets des jambes, le cheval ne comprend pas et se tétanise un petit peu parce qu'il est surpris de cette indication et du coup, tu veux mettre des jambes pour avancer, le cheval au contraire freine et il ne comprend pas. Donc ça, c'est des étapes qu'on va mettre en place pour lui amener à comprendre ces codes. Étant donné la mémoire du cheval et le phénomène de mémorisation accentuée des événements négatifs, en cas de mauvais débourrage, le cheval associe le cavalier et ses aides à de la peur. Stressé, il se retrouve littéralement privé de ses capacités cognitives. Loin d'être bête, il est juste paralysé par le stress, qu'il résulte d'un mauvais débourrage ou d'une situation nouvelle. Sans oublier que le cheval est un animal dit de fuite, c'est-à-dire que face au danger, son instinct de survie lui dicte de fuir. Je dirais que dans le doute, le cheval, première chose, il fuit et ensuite, éventuellement, d'ailleurs on les voit souvent dans les prés, ils partent et plus loin ils regardent et là ils commencent à se demander qu'est-ce qui m'a fait peur. Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un sac en plastique? Je le vois sur des chevaux qui vivent avec nous depuis quelques années. Ils finissent par de moins en moins réagir comme ça. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, j'ai appris avec les années à peut-être d'abord évaluer le risque, parce qu'ils ne vivent pas dans des lieux où il y a beaucoup de risques, beaucoup de dangers, et on va évaluer ça d'abord avant de partir. » Donc j'ai maintenant des chevaux qui commencent à dire « Ma première réaction serait de partir, mais j'attends, on va voir. » Et en général, si nous, comme on est devenu important dans leur vie, le cheval se met à se dire « Je vais attendre voir comment Fred réagit. » Et on ne l'a pas toujours avec tous les cavaliers, malheureusement. Il y a des chevaux qui, malgré le fait qu'ils pourraient se sentir protégés, souvent c'est le contraire. D'ailleurs, on voit souvent des chevaux qui font tomber leur cavalier, ont tendance à partir comme des débiles. Alors que nous, la plupart des chevaux, si jamais on tombait, ça m'arrive rarement, je croise les doigts, ils resteraient plutôt à côté de nous. Donc.
Pour l'être humain, la grande difficulté, c'est d'accepter le fait que le monde du cheval, qu'est-ce que c'est notre monde? Il n'y a pas de réalité intangible. Notre monde, c'est l'ensemble, c'est la construction qu'on fait à partir des informations sensorielles qu'on recueille. Donc forcément, mon monde d'être humain n'est pas le même monde que celui du cheval. Moi, j'ai une vision en 3 couleurs, lui, il a une vision en 2 couleurs. On n'a pas la même organisation du champ auditif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, il y a des parties de nos mondes qui sont superposées. Et puis ensuite, il y a des réalités qui sont propres au cheval et auxquelles je n'ai pas accès. Quand j'ai l'impression que mon cheval a une réaction bizarre, voire même, il faut dire les choses comme elles sont, parfois on dit idiote ou imbécile, en réalité, la réaction du cheval, elle est très pertinente dans son monde. Dans son monde, il y a une information qui est disponible et à laquelle lui répond. Moi, je ne vais pas y répondre parce que je ne la vois pas, je ne l'entends pas. Pour moi, elle n'existe pas à ce moment-là. Il est bien évident qu'il faut que j'en accepte l'existence. Et comme je ne peux pas m'y adapter parce que je ne saurais pas la trouver, il faut que je trouve une autre solution. Il faut que je propose quelque chose et en permanence, la solution, c'est proposer au cheval quelque chose qu'on connaît tous les deux et dans lequel, en gros, on est d'accord, dans lequel on va dans le même objectif. Quand le cheval a peur de quelque chose, quand il veut partir, je vais l'empêcher de partir. Mais après, je vais l'empêcher de partir, ça ne veut pas dire que je vais le bloquer devant et lui dire il faut que tu ailles absolument. C'est-à-dire que je vais contrôler, essayer de contrôler sa sortie. C'est-à-dire que s'il a peur de quelque chose, il va faire demi-tour et je ne vais pas le laisser partir au grand galop. Je vais l'arrêter, je vais passer au pas et je vais peut-être passer plus loin. Mais en le contrôlant un petit peu, en disant tu dois quand même essayer d'y aller, mais je ne veux pas le forcer absolument à passer à l'endroit précis qu'il avait peur. Il faut essayer de trouver cet équilibre qui n'est pas facile, qui dépend un peu de chaque cheval, et un petit peu de la finesse du cavalier aussi, pour lui dire je t'impose quelque chose, je ne t'impose pas de passer là, mais je t'impose quand même d'aller vers là. Mais fais-moi un petit peu confiance, ne te barre pas. Pour être vulgaire, reste un peu avec moi et tu verras, ça va bien se passer. Je crois que de façon générale, quand on monte à cheval, gardez en tête que la plupart des mouvements désagréables que va avoir le cheval sont liés à la peur que le cheval a de la situation. Le projet du cheval n'est pas d'ennuyer le cavalier. Ça veut dire que la punition, qui est souvent une réponse apportée par le cavalier, elle va avoir un effet de sommation avec le stress. Être puni parce qu'on a peur, ça fait simplement encore plus peur. La bonne réponse, c'est de remettre le cheval dans une situation où il peut trouver une autre réponse pour aller vers la solution. Ce qu'il faut, c'est éviter de créer des catastrophes. Donc, pas de punition, parce que ça ne sert à rien, mais pas non plus de laxisme, c'est-à-dire se dire « pauvre cheval, il n'a pas envie d'aller à droite, allons donc à gauche ». Le problème, c'est qu'on n'ira plus jamais à droite. Le cheval va apprendre que cette solution fonctionne et il va la garder. Donc il est bien évident qu'il faut que le cheval aille du côté où on souhaite le faire aller. Il y a toujours plusieurs chemins pour aller dans la même direction. Et donc quand au début on n'est pas sûr de soi, il est tout à fait correct de faire des exercices détournés et par exemple de commencer par aller faire un cercle ou en tout cas aller dans la direction globale où on veut aller mais sans se braquer sur la direction où le cheval a du mal à accepter l'exercice. Et revenir toujours vers quelque chose que le cheval a réussi avant et qu'on peut marier avec cet exercice-là. Il faut une réussite mutuelle parce que les deux vont se décontracter, le cheval et le cavalier. Pour bien comprendre l'intelligence de son cheval, ou en tout cas s'adapter à son cheval, ce que j'essaie de faire, en tout cas moi à mon niveau, c'est de ne pas avoir d'a priori, de ne pas avoir peur non plus de l'anthropomorphisme. Souvent les gens se disent « Ah oui, mais là, si j'écoute mon cheval, ce n'est pas un humain non plus. » Bon, le piège c'est de mal situer l'anthropomorphisme. Des fois, j'entends des gens qui disent « Le cheval se moque de toi ». Mais en fait, ça pour moi, c'est de l'anthropomorphisme. Ce n'est pas une vraie analyse de ce qui se passerait. Le cheval, il a certainement ses raisons pourquoi il n'obéit pas. On peut quand même se dire que le cheval, il a
il a des raisonnements, il a des sensibilités, il y a des effets de jalousie de temps en temps, des choses comme ça qui peuvent sembler anthropomorphiques. Je dirais aux gens, n'ayez pas forcément peur de ça, et il faut beaucoup, bon pour moi c'est l'observation qui est importante, observer son cheval, beaucoup, pas juste une heure par semaine, ça ne suffit pas, et de se dire après, il faut s'écouter soi, beaucoup. Pour moi, la lecture intuitive est très importante. On l'a tous, on l'a beaucoup tous perdu, mais on l'a tous un peu quelque part. Je crois que c'est pas bien de parler d'intelligence ou pas, je crois que c'est bien de dire de compréhension et de communication avec son cheval. Maintenant, nous, on aime ces chevaux. Et si on ne les considérait pas comme minimum intelligents, je me contredis, mais s'il y a un minimum intelligent, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait avec eux, c'est pas possible. On ne pourrait pas faire du sport de haut niveau et de leur faire autant d'exercices un petit peu contre nature. Et la vie qu'ils ont de partir en camion, aller dans des lieux différents, c'est quand même une vie qui n'est pas naturelle pour eux. Et ils ont quand même la capacité de s'adapter. Ça fait des millénaires qu'on est avec les chevaux. Hein. On les a exploités pour le trait, pour la guerre, pour le dur labeur et tout ça. Il est vrai que depuis que l'homme a cessé de se servir du cheval comme outil et qui s'en sert comme animal de compagnie, comme tout ça, il y a donc cet amour. L'amour est né entre les deux et s'est amplifié. J'ai vu des choses, des progrès qui se sont faits dans ce domaine-là, incroyables. Et les chevaux arrivent finalement pas à se dresser tout seuls, ça serait une bêtise, mais à faire des choses pour faire plaisir. L'amour, c'est l'éveil de l'intelligence.